10 novembre 2018. Citoyennes et citoyens, Monsieur Charles Gave, bonsoir. J'ai à côté de moi un poêle norvégien, je vois la flamme et je me sens si bien. Ce berger économiste est dédié, il est convenable de le faire savoir à un tel personnage que Charles Gave. Ainsi, je lui dédie ce conte et j'espère qu'il appréciera. Lorsque le conte réaliste rejoint l'ineffable, l'imagination presque poétique, alors l'économie s'allie au romantisme. En Gascogne, on nomme ce mariage le mariage du cul et de la chemise. Voici le livre. Ce n'est pas pour que vous l'achetiez, j'en ai rien à foutre, mais je ne raconte pas de bêtises. Voyez. Ainsi donc, nous allons tâcher de vous lire ce diable de conte qui, en même temps, donne une bonne leçon d'économie à tous les citoyens. Si je me trompe, eh bien, je vous demande de me pardonner. Conte d'un berger économiste ou l'aube d'une économie nouvelle. Inutile d'évoquer une date ou un lieu, chacun comprendra que ce conte, vraisemblable, aurait pu se dérouler en n'importe quelle période, en n'importe quel lieu de France, de Bretagne ou de Navarre. J'oublie les Alsaciens, n'est-ce pas? Ce jour-là, je rejoignis dans son alpage celui qui devait me donner une magistrale leçon de bon sens et d'érudition. Un petit chalet de bois minuscule abritait le berger. L'arrière de la construction donnait sur l'enceinte qui protégeait les bêtes pendant la nuit. Sur le banc, près de la porte, il m'attendait, couteau à la main. Il coupait de fines tranches de pain qu'il mariait au fromage de brebis, avant de le placer avec élégance à la portée de ses fortes mandibules, sa mâchoire carrée. Il se frotta les mains, fit voler quelques miettes, qui s'éparpillaient sur son pantalon de velours, me tendit la main en me souriant. D'entrée, sans fioriture, il attaqua. Vous, les gens de la ville, avez coutume d'aller à Rome, nous aurions pu être dans la région de Gap, en passant par les pôles. Il me regarda, fit une grimace de gêne qui contrastait avec son impressionnant gabarit. Il devait se rendre compte que sa première réflexion risquait de me mettre mal à l'aise. Il s'excusait à sa façon. Vous avez toujours voulu le moderne, le rentable, vous vous êtes risqué à sortir des normes imposées par la nature. Aujourd'hui, vivant dans le virtuel, entouré de produits manufacturés trop souvent inutiles ou superflus, à la merci d'une insipide nourriture, vous acceptez, même que l'on remplisse vos chèques à votre place, ne vous révoltant pas aux menaces de puces électroniques pour mieux vous asservir, pour flirter, jusqu'à flirter, avec des poupées gonflables offertes dans les magasins Q. Une bergère, au parfum des herbes de la montagne, les cheveux fous, la réplique facile, le corps au moment opportun lascif, ne vous intéresse guère. Il passa sa main dans ses cheveux, puis enchaîna. L'économie, dont vous me rabattiez les oreilles lorsque par hasard j'écoute vos émissions radiophoniques, bien que cela puisse paraître paradoxal, au moyen d'une logomachie manipulatrice et démodée, immorale, s'évertuant à cacher les causes au moyen des effets. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard. En effet, depuis que l'un d'entre vous a découvert le billet de banque
utile aux échanges, et que son coquin de cousin le banquier a greffé l'intérêt dessus, cet intérêt ne correspond à rien, sinon à un vol manifeste. On ne fait pas fructifier l'argent par l'argent, mais bien en vendant le fruit du labeur de chacun. Vous avez été prisonnier d'un système qui vous a toujours joué de sales tours. Les guerres, parlons des dernières, ont été fomentées par votre gauche et par ce fameux intérêt illégal. Les divers trafics d'esclaves, la vente d'herbes psychotropes, le marché en règle générale a toujours eu comme commis des apatrides, et je n'irai pas plus loin. Prêt à tout, et toujours les mêmes. Je préfère taire leurs origines. Ils ont même empoisonné, destruction des défenses immunitaires, les Indiens avec leur rhum. Ce n'est pas les Espagnols. L'ignorance ou la pusillanimité des journalistes a été telle qu'ils n'ont pas hésité à dire que c'était les Espagnols qui avaient transmis la tuberculose au naturel. Pauvre cervelle, quel mauvais raisonnement! Il sortit sa pipe, la bourra, me regarda, toujours avec un sourire délicieux d'enfant, désirant de se faire pardonner, mais n'en poursuivit pas moins son raisonnement. Ce corps musclé contrastait avec cette philosophie insolite, directe, étayée, modulée par la voix, douce, souple, mais péremptoire. Revenons à nos moutons. Il s'excusa d'un geste, il venait de penser au sien, et entrons dans le vif de l'histoire, fit-il, après avoir tiré fortement sur la pipe. L'économie telle que je la vois est, du moins en théorie, beaucoup plus simple que celle apprise sur les bancs de faculté. Imbuvable. Tu comprends bien que les toubibs et les prêtres en leur temps avaient le monopole sur nous, avec leur latin et leurs croyances. La vaccination n'est qu'une religion. Il manque simplement le signe de la croix. Aujourd'hui, les économistes gouvernementaux s'emploient à leur ressembler. Ils cachent leur inaptitude sous des termes comme ex post, ex ante ou composant des graphiques me rappelant les hyperboles et paraboles d'équations secondaires. Il n'est plus question d'échange ou de commerce, mais davantage de spéculer sur le dos des besogneux. Oh, petit, me dit-il, il venait de soulever son immense carcasse en regardant un instant le ciel. Son regard pénétra le mien et ses mains commencèrent à envelopper sa chose qu'il voulait à tout prix me confier. C'est tellement évident que personne n'a osé s'exprimer sur une technique d'artiste aussi simple. L'économie, mon fils, c'est l'art de répartir ce que nous produisons, cultivons, élevons, transformons. Il faut savoir que mieux elle est répartie tout en sachant donner au meilleur la carotte qui fait avancer la bourrique, moins il y a de rancune, de guerre ou de révolution, surtout à l'époque actuelle où les chômeurs sont légion. L'économie, c'est la balance du pharmacien. Il y faut doigté, rigueur, attention et humanisme pour qu'elle soit toujours en équilibre. Ainsi, si cet art consiste à ne pas mourir de faim, voici de quelle manière s'y prendre tout en respectant à la fois les denrées ou les produits fabriqués tout autant que la monnaie. Les produits se fanent, se déprécient avec le temps, non? Donc, l'argent lié aux produits doit subir les mêmes outrages. D'accord? L'intérêt n'a pas de raison d'exister. La preuve, lorsque tu prêtes des patates, par exemple, dont tu n'as pas besoin, ni pour ta consommation, ni pour les planter, il est plus intelligent de les prêter à un homme vaillant et décidé ainsi à la récolte suivante, produite par ce dernier. Bénéficies-tu de pommes de terre de l'année, alors que si tu ne les avais pas cédées, elles auraient pu subir 1000 aléas, dont celui de la jantrotte menue et du pourrissement ou flétrissure. Tels sont les termes de Silvio Gesell. Je n'ai rien inventé. Il s'arrêta, permit à mon cerveau de récupérer, puis enchaîna.
Si tu laisses donc tomber l'intérêt et mets sur le plan de l'égalité monnaie et produit, voici l'astuce pour mettre tout le monde d'accord et au travail. Plus on est à l'accomplir, plus l'œuvre, je parlais, moins de temps on y passe. Demande à tous les ingénieurs et techniciens de prestige de fabriquer le matériel nécessaire à assurer les multiples tâches de tous les jours de chacun, à condition que ces machines soient robustes et non polluantes. Si tu mets les éleveurs, agriculteurs, maraîchers, viticulteurs, etc. en demeure de produire de la meilleure des façons, le tour est joué, d'autant que les citoyens européens apprécient les produits savoureux obtenus avec des moyens naturels. Ils ne seront pas plus chers que dans l'agriculture industrielle, car les productions seront sensiblement équivalentes, si toutefois quelques marchands profiteurs ne sombrent dans la démence du profit. En outre, pas de surplus dans une production raisonnée, donc des prix corrects et pas de concurrence. Ainsi, chacun est à l'abri du besoin, si l'on partage la production nationale, par une émission monétaire gratuite équivalente. Des millions de personnes non employées pourront prêter leur concours gratuitement. Gendarmes, maçons, instituteurs, médecins, tous les services sont gratuits, puisqu'ils font partie de la répartition. Non, c'est pas vrai. C'est si simple. D'autre part, ils transforment les banques et le trésor. Il y en a bien dans tous les cantons un organisme de recensement et d'ordonnancement. L'une inventorie les besoins en fonction de la demande citoyenne, l'autre répertorie les moyens de production et les possibilités de chaque entrepreneur ou cultivateur. On coordonne au sommet et le tour est joué. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. À l'estimation de la production de l'État souverain, donc créateur de monnaie, c'est bien lui qui la prépare, et non pas une banque quelconque. Lors des rentrées des produits, il en fixe le prix et distribue l'argent en fonction de toutes ses productions et des hommes. En théorie, plus d'invendus, pas de gaspillage, plus de chômeurs. Plus de sans domicile, plus de vrais retraités, plus personne dans le malheur, dans l'indigence, dans l'oisiveté, l'usure ou la spéculation. Que tes économistes et politiques de malheur s'arrêtent de se rouler dans le foin et de constamment déclarer qu'une paille au derrière les étrangle. Que ne disent-ils pas comme sottise avec un point d'orgue pour tenter de résoudre un relatif déficit, le raisonnement suivant. Nous avons trop de fonctionnaires. Il faut en diminuer le nombre. Quel aveuglement, puisque la fonction de l'État est bien de répartir la production sur tous les citoyens. En conséquence, s'il y avait trop de fonctionnaires, la solution convenable ne serait-elle pas de diriger ces derniers vers des secteurs déshérités comme la justice et la police, voire même l'agriculture naturelle où il faut davantage de main-d'œuvre puisqu'on désherbe à la main. Il faut savoir aussi qu'il est fort possible de faire disparaître toute végétation nuisible bien avant d'avoir ensemencé. La projection de vapeur d'eau est une technique souvent oubliée, peu coûteuse et efficace. Il y en a bien d'autres méthodes. Le Bourguignon en sait un rayon à ce sujet. Pour le détail, dit-il, « Viens me voir une autre fois. » J'étais là, bouche bée, les membres comme paralysés. Il se leva, en prenant appui avec ses grosses mains puissantes et carrées sur ses genoux, et modestement conclut. Vois-tu, c'est en ayant les mains dans la laine et les yeux dans les étoiles que je peux me permettre de simplifier les choses tout en les rendant réalisables. Il semblait satisfait de son raisonnement. Il finit en concluant sa phrase. Quant à l'énergie nécessaire, c'est le soleil qui me la donne, je la transmets aux astres qui me servent à la réponse pendant mon sommeil. Et Dieu sait, j'ajoute, c'est qu'il ne connaissait pas la fusion froide. Quel dommage. Au concret, inutile de te confier que si toutes les inventions et découvertes bloquées par les puissants sortaient de l'ombre, il y a belle lurette que l'énergie serait gratuite. Il avait raison 20 ans plus tôt. Pense au méthane
qui coule dans tous nos produits fermentescibles. Moi, j'ajoute la fusion froide. Utopie? Sans doute, mais parfaitement réalisable. Pourquoi? L'utopie, la lumière, hier, c'était une utopie. Aujourd'hui, elle est dans une bouteille. Elle est dans un verre. Bref, on fait des progrès, mais il y en a beaucoup qui les cachent. Je dis bien, et je répète ce qu'il disait, si l'homme avait un peu moins d'attrait pour le profit, plus de respect pour lui-même et pour ses contemporains, le présent et l'avenir seraient beaucoup plus faciles, plus enthousiasmants, que ce conte puisse un jour devenir une réalité. Diego Der. Merci de m'avoir écouté, chers amis. Je pense que vous ne vous êtes pas trop ennuyés, que vous avez peut-être appris quelque chose. C'est tout ce que je demande. Avishatz à tous. Au revoir, Monsieur Charles Gave.